Clara Bennett n'avait jamais imaginé que son mariage ne serait rien de plus qu'une simple signature au bas d'un document. Forcée d'épouser Gareth Morgan pour sauver la ferme familiale, elle s'attendait à de la froideur, mais elle ne s'attendait pas à la douleur silencieuse qui s'ensuivrait. Une nuit intime, qui aurait dû les rapprocher, a fini par les déchirer à jamais. Des secrets de sang, des héritages cachés et un amour interdit traversant les générations étaient sur le point d'éclater. Mais lorsque la vérité a enfin éclaté, personne n'était prêt à découvrir ce qui l'attendait. Si vous êtes déjà curieux de savoir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. D'où écoutez-vous cette histoire? C'est votre soutien qui permet à cette chaîne de continuer à vivre et de vous apporter des histoires qui touchent le cœur. Une lourde matinée de juin s'était abattue sur la ferme de Willow Hill, comme si l'air lui-même savait que quelque chose ne tournait pas rond. Clara Bennett se tenait à la fenêtre de la chambre qui avait été la sienne toute sa vie, observant les derniers préparatifs d'un mariage qu'elle n'avait pas choisi. Des chaises blanches étaient disposées en rang parfait dans le jardin de devant, décorées de nœuds en soie qui coûtaient plus cher que ce que sa famille pouvait se permettre, mais peu importait désormais ce qu'ils avaient ou n'avaient pas. « Clara, tu dois te préparer. » La voix de Margaret, sa belle-mère, trancha le silence comme une lame. « La robe est sur le lit et la maquilleuse sera là dans une heure. » Clara ne se retourna pas. Ses doigts agrippaient le rebord de la fenêtre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je pourrais encore faire marche arrière, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Margaret. « Faire marche arrière ?» Un rire amer résonna dans la pièce. « Ma chérie, il n'y a nulle part où fuir. Les papiers sont déjà signés, les invités sont arrivés et ton père. » Margaret fit une pause délibérée. « Ton père n'a plus les moyens de garder la ferme. Tu le sais. » Clara se retourna enfin, et ses yeux verts rencontrèrent le visage dur de la femme qui avait épousé son père alors qu'elle n'était qu'une enfant. Margaret n'avait jamais fait semblant de l'aimer, mais aujourd'hui, elle n'essayait même pas de dissimuler la satisfaction dans ses yeux sombres. « Pourquoi lui ?» demanda Clara, sa voix plus fragile qu'elle ne l'aurait voulu. « Pourquoi Gareth Morgan ?»« Parce que la famille Morgan a des liens anciens avec la nôtre, parce qu'ils ont l'argent dont nous avons besoin, et parce que... » Margaret s'approcha, ajustant une mèche des cheveux bruns de Clara avec une fausse tendresse. « Tu n'as pas le choix. » Le bruit des pneus sur le chemin de gravier annonça l'arrivée des premiers invités. Clara sentit son estomac se nouer en reconnaissant la voiture noire, trop élégante pour ces contrées rurales de Géorgie. Gareth Morgan était arrivé. Elle ne l'avait vu que 2 fois auparavant. La première fois, lorsque leurs parents s'étaient rencontrés pour discuter de l'arrangement, 3 mois plus tôt. Il était resté assis en silence dans le salon, ses yeux bleu glace l'examinant comme si elle était un bien à évaluer. La deuxième fois, c'était lors de la signature des papiers préliminaires, où il n'avait pas prononcé plus de 10 mots durant toute la réunion. « Il est beau, admets-le, » dit Margaret en observant par la fenêtre Gareth sortir de la voiture. « Beaucoup de femmes tueraient pour être à ta place. » Clara observa l'homme qui serait son mari dans quelques heures s'avancer vers la maison. Il était grand, ses larges épaules remplissaient parfaitement son costume sombre. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés et, même de loin, elle pouvait percevoir la posture rigide de quelqu'un habitué à tout contrôler autour de lui. Beau? Peut-être. Mais il y avait quelque chose chez Gareth Morgan qui lui glaçait le sang. La beauté ne paie pas les factures, murmura Clara. Non, mais son argent, si. Margaret se dirigea vers la porte. Mais la robe. Dans 1 heure, tu seras Madame Morgan. Seule à nouveau, Clara s'autorisa un moment de faiblesse. Ses jambes tremblaient et elle s'assit au bord du lit où elle avait dormi pendant 23 ans. La robe de mariée reposait à côté d'elle, en soie blanche simple, élégante mais sans éclat, comme si elle pensait à sa mère, Marina, morte quand Clara n'avait que 12 ans. Marina Bennett avait été une femme de rêve, une pianiste qui avait abandonné une carrière prometteuse pour vivre à la campagne, élever une famille et ne jouer que pour les murs de la ferme de Willow Hill. Dans ces derniers jours, délirant de fièvre, Marina avait chuchoté des noms que Clara ne reconnaissait pas, parlé de secrets et de choses qu'une fille de 12 ans ne pouvait comprendre. « Que ferais-tu, maman » demanda-t-elle doucement à la pièce vide. Le bruit de pas lourds dans l'escalier la ramena à la réalité. C'était son père, Thomas Bennett, montant lentement comme si chaque marche portait le poids de tous ses mauvais choix. « Clara ?» Il frappa doucement à la porte. « Je peux entrer ?»« Entre, papa. » Thomas Bennett était un homme qui avait été fort autrefois,
mais ces dernières années avaient courbé ses épaules et creusé des rides profondes sur son visage. Lorsqu'il entra dans la chambre, Clara vit quelque chose dans ses yeux qui l'effraya plus que tout ce que Margaret avait pu dire, le regret. « Ma petite fille, commença-t-il, la voix rauque. J'aimerais qu'il y ait un autre moyen. Mais il y en a un, papa. On peut vendre la ferme, on peut recommencer ailleurs. » Thomas secoua lentement la tête. « Ce n'est pas juste la ferme, Clara, ce sont les dettes, les emprunts que j'ai contractés en pensant que les choses s'amélioreraient. Si je ne fais pas ça. » Il s'approcha, prenant ses mains entre les siennes, calleuses par le travail agricole. « Ils vont tout nous prendre. Et toi? Tu ne mérites pas de payer pour mes erreurs. Mais ce mariage me fait payer pour tes erreurs, papa. » Les mots sortirent plus durs que Clara ne l'avait voulu, et elle vit son père reculer comme s'il avait été giflé. Pendant un instant, le silence entre eux fut si épais qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. « Gareth Morgan est un homme bien, dit finalement Thomas, mais sa voix manquait de conviction. Il prendra soin de toi, il te donnera des choses que je n'ai jamais pu t'offrir. Et l'amour, papa? Qui va me donner ça? » Thomas ferma les yeux, et lorsqu'il les rouvrit, ils étaient humides. « Parfois, l'amour vient après, Clara. Ta mère et moi, nous n'avons pas commencé amoureux, mais nous avons appris à nous aimer. » Clara savait que c'était un mensonge. Elle avait vu les lettres que Marina écrivait à un certain Richard, des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées mais gardées dans une boîte sous le lit. Elle avait senti la tristesse que sa mère portait comme une cape invisible, surtout dans ces dernières années. « Il ne me connaît même pas, papa. Et je ne le connais pas. Comment cela peut-il marcher? » « C'est peut-être mieux ainsi, » répondit Thomas en évitant son regard. Pas d'attente, pas de complications. Dehors, d'autres voitures arrivaient. Clara pouvait entendre des voix, des rires forcés, le bruit de gens se préparant à être témoins d'un mensonge déguisé en célébration. « Je dois me préparer, dit-elle en se levant. Thomas hésita à la porte comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais finalement, il murmura simplement « Ta mère serait fière de toi », avant de sortir. Clara se retrouva seule avec la robe de mariée et le poids d'un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Elle marcha vers le vieux miroir au coin de la pièce, le même où sa mère se préparait chaque matin. Un instant, Clara jura voir le reflet de Marina à côté du sien, chuchotant quelque chose qu'elle ne put comprendre. Lorsqu'elle enfila la robe, Clara eut l'impression de se préparer pour ses propres funérailles. La soie froide contre sa peau lui donna des frissons, et les perles que Margaret avait insisté pour qu'elle porte semblaient peser plus lourd qu'un bijou ne le devrait. Dehors, la musique commença à jouer, c'était un quatuor à cordes que Margaret avait engagé, jouant une version mélancolique de la marche nuptiale. Par la fenêtre, Clara put voir Gareth Morgan attendant devant l'autel improvisé, les mains jointes derrière le dos, le visage masqué d'un calme absolu. Il n'était pas nerveux, il n'était pas anxieux, il était juste présent. Comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires, et c'était peut-être exactement ce que c'était. Clara descendit les escaliers lentement, chaque pas l'éloignant davantage de la vie qu'elle connaissait et la rapprochant d'un avenir incertain. Thomas l'attendait au bas des marches, offrant son bras avec un sourire triste. « Prête ?» demanda-t-il. Clara regarda une dernière fois la maison qui avait été son monde pendant 23 ans, les murs qui avaient entendu ses rires d'enfant, ses larmes d'adolescente, ses rêves chuchotés dans l'obscurité. Dans quelques heures, elle aurait un autre nom, une autre vie, une autre identité. « Non » murmura-t-elle, mais allons-y quand même. Lorsque les portes s'ouvrirent et que Clara commença à marcher vers l'autel, elle croisa les yeux bleus de Gareth Morgan. Pendant une fraction de seconde, elle crut y voir quelque chose de la surprise peut-être, ou même de l'approbation, mais quand elle cligna des yeux, son expression était revenue à sa neutralité glaciale habituelle. Il n'y avait pas d'amour dans ses yeux, pas d'affection, juste de la résignation. Et quand le pasteur demanda si elle prenait Gareth pour époux, Clara répondit « Je le veux », d'une voix assurée, tout en sachant qu'elle mentait à Dieu, à tous les présents, et surtout à elle-même. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce mariage sans amour allait planter les graines d'une passion si intense et interdite qu'elle manquerait de tout les détruire. La réception était terminée depuis 2 heures, mais Clara pouvait encore entendre l'écho des conversations forcées et des faux sourires résonner dans ses oreilles. Désormais seule dans la chambre principale du manoir Morgan, elle regardait par la fenêtre panoramique les lumières de la ville s'étaler comme des étoiles déchues dans l'obscurité. La maison était imposante, moderne, froide, tout l'opposé de la ferme de Willow Hill où elle avait grandi.
La robe de mariée était soigneusement suspendue dans le placard, tel un rappel fantomatique d'une journée qui semblait avoir duré une éternité. Clara avait enfilé une nuisette en soie blanche que Margaret avait insisté pour qu'elle achète. Pour la nuit de noces, avait-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le bruit de pas dans le couloir la raidit. Gareth arrivait. La porte s'ouvrit lentement et il entra sans faire de bruit. Il avait enlevé sa veste et sa cravate, mais portait toujours sa chemise blanche dont les premiers boutons étaient défaits. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. « Je pensais que tu dormais déjà, dit-il, la voix basse, presque un murmure. Je n'arrivais pas à dormir. » Clara se tourna pour lui faire face, ses mains nerveuses jouant avec le tissu de la nuisette. « Et toi? Pourquoi as-tu été si long ?» Gareth hésita, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit une fissure dans son armure de calme. « Je réfléchissais. À quoi? À nous. À ce qui s'est passé aujourd'hui. » Il s'approcha lentement, comme si elle était un animal sauvage qui risquait de fuir à tout moment. « Clara, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. » Elle faillit rire de l'ironie. « Et est-ce ce que tu voulais, Gareth ?» Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, ses yeux bleus étudiant son visage dans la pénombre de la chambre. « Je ne sais plus ce que je veux, » admit-il, et l'honnêteté brute dans sa voix la surprit. Le silence entre s'étira, lourd de tension et d'attentes inexprimées. Clara pouvait sentir son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « As-tu peur de moi ?» demanda Gareth en faisant un autre pas vers elle. « Devrais-je ? » Non. La réponse vint rapide, ferme. « Jamais. » Il était assez proche maintenant pour qu'elle sente la chaleur irradiée de son corps. L'odeur subtile de son eau de Cologne se mêlait à quelque chose de purement masculin. Clara leva les yeux pour croiser les siens, et ce qu'elle y vit la fit frissonner. Ce n'était pas la froideur habituelle, mais quelque chose de plus profond. De plus dangereux. Clara. Il murmura son nom comme une prière. Oui. Puis-je te toucher? La question la prit au dépourvu. Elle s'était attendue à ce qu'il prenne simplement ce qu'il considérait comme sien par droit marital, mais il était là, demandant la permission comme si elle était quelque chose de précieux et fragile. Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Sa main se leva lentement, ses doigts effleurant sa joue avec une douceur qui contrastait brutalement avec la dureté qu'elle avait vue en lui durant la journée. Le contact était chaud, et Clara ferma instinctivement les yeux, s'abandonnant au toucher. « Tu es belle, » dit-il, et il y avait une pointe de surprise dans sa voix, comme s'il découvrait cela pour la première fois. Gareth. Chut. Son pouce traça la ligne de sa mâchoire, descendant vers son cou. Ne parle pas. Pas maintenant. Clara ouvrit les yeux et trouva les siens fixés sur elle, une intensité brûlante brillant dans leur profondeur bleue. Lorsqu'il se pencha pour l'embrasser, elle ne recula pas. Le baiser commença hésitant, presque expérimental, comme s'ils testaient tous deux des eaux inconnues. Mais lorsque Clara répondit, passant ses doigts dans ses cheveux, quelque chose changea, le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus nécessaire. Les mains de Gareth descendirent le long de ses bras, dessinèrent sa taille, la tirèrent plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Clara pouvait sentir le cœur de Gareth battre contre sa poitrine aussi vite que le sien. « Clara » murmura-t-il contre ses lèvres, et il y avait une désespérance dans sa voix à laquelle elle ne s'attendait pas. « Qu'y a-t-il » Il se recula légèrement, étudiant son visage. « As-tu déjà été avec quelqu'un avant ?» La question la fit rougir violemment. Elle baissa les yeux, soudain consciente de son inexpérience, de l'évidence de la chose. « Non » chuchota-t-elle. L'aveu sembla affecter Gareth d'une manière qu'elle ne put déchiffrer. Il ferma les yeux un instant, comme s'il menait une bataille intérieure. « Gareth, est-ce que ça a de l'importance ? Ça compte parce que je ne veux pas te faire de mal. » Il ouvrit les yeux, et elle vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à y trouver, de la tendresse. « Parce que tu mérites. Que ce soit spécial. » « Et est-ce que ce sera spécial ?» Un sourire triste effleura ses lèvres. « Je ne sais pas si je peux promettre ça, mais je peux promettre que je serai prudent. » Quand il l'embrassa à nouveau, ce fut avec une douceur qui la désarma complètement. Ses mains exploraient avec révérence, comme si elle était quelque chose de sacré. Et pendant quelques instants précieux,
Clara réussit à oublier que ce mariage était un arrangement, réussit à prétendre qu'il y avait de l'amour dans ses caresses. Il la guida vers le lit avec une patience inattendue, chuchotant des mots doux qui faisaient s'emballer son cœur. Lorsque ses mains trouvèrent les liens de sa nuisette, elle trembla. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, même si ses yeux étaient assombris par le désir. « Non » répondit-elle honnêtement. « Mais fais-le quand même. » Ce qui suivit fut un mélange confus de plaisir et d'inconfort, de moments de connexion authentique entrecoupés par la réalité brutale qu'ils étaient deux étrangers essayant de créer de l'intimité là où il n'y en avait pas. Gareth était prudent, plus doux qu'elle ne l'avait imaginé. Mais même ainsi, lorsqu'elle chuchota « non » dans un moment de douleur inattendue, il n'hésita qu'une seconde avant de continuer. « Ça va aller » murmura-t-il contre son cou, les mots plus pour lui-même que pour elle. « Ça va aller. » Mais Clara n'était pas sûre que ce fût vrai. Après, ils restèrent allongés côte à côte dans l'obscurité, la sueur refroidissant sur leur peau, le silence pesant entre eux comme une troisième présence dans la pièce. Clara était tournée sur le côté, faisant semblant de dormir, mais chaque fibre de son être était douloureusement consciente de l'homme à ses côtés. Gareth était éveillé aussi, elle le devinait à la tension de son corps, à sa respiration irrégulière. À un moment donné, elle sentit ses doigts effleurer légèrement ses cheveux, un geste si tendre qu'il lui donna presque envie de pleurer. « Clara » chuchota-t-il. Si bas qu'elle faillit ne pas entendre. Elle se tourna pour lui faire face, et dans la faible lumière venant de la fenêtre, elle vit sur son visage quelque chose qui lui donna de l'espoir pour la première fois de la journée, de la vulnérabilité. « Je ne sais pas comment faire ça » admit-il, sa voix portant un aveu qui semblait arraché de ses entrailles. « Je ne sais pas comment être un mari, comment être intime avec quelqu'un. Et je ne sais pas comment être une épouse, » répondit-elle doucement. Il se tourna complètement vers elle, tendant la main pour toucher son visage. « Peut-être qu'on peut apprendre ensemble. » Pendant un instant, Clara crut que c'était possible, que peut-être cette tendresse inattendue, cette vulnérabilité qu'il avait montrée était le début de quelque chose de réel. « Gareth » commença-t-elle, voulant dire quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait construire un pont entre eux. Mais il se reculait déjà, se levant du lit. « Tu devrais dormir, » dit-il, sa voix retrouvant le ton neutre qu'elle connaissait. « Demain sera une longue journée. » Clara s'assit dans le lit, tirant le drap pour couvrir son corps. « Tu restes ?» Gareth s'arrêta au milieu de la pièce, lui tournant le dos. Pendant un long moment, elle pensa qu'il dirait oui, qu'il reviendrait au lit et lui tiendrait la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. « J'ai du travail à finir, » dit-il finalement, se dirigeant déjà vers la salle de bain. « Bonne nuit, Clara. »« Bonne nuit » murmura-t-elle à la porte qui se refermait. Clara resta seule dans le lit qui portait encore leur chaleur à tous les deux, son odeur imprégnée dans les draps. Elle toucha ses lèvres, encore sensible de ses baisers, et essaya de comprendre ce qui s'était passé. Pendant quelques instants, elle avait vu l'homme derrière le masque froid. Elle avait ressenti une connexion authentique, une possibilité d'avenir. Mais maintenant, en entendant le bruit de la douche, elle réalisait que ces moments de tendresse n'avaient peut-être été qu'une illusion. Peut-être que Gareth Morgan était exactement ce qu'elle pensait qu'il était, un homme qui voyait le mariage comme un contrat et elle comme une obligation à remplir. Lorsqu'elle s'endormit enfin, des heures plus tard, ce fut avec le sentiment que quelque chose avait commencé et fini cette même nuit. Et lorsqu'elle se réveilla le lendemain matin, le lit était vide à côté d'elle, comme si Gareth n'avait jamais été là. Sur la table de nuit, il n'y avait qu'un mot, voyage d'affaires, de retour la semaine prochaine. Clara tint le papier de ses mains tremblantes, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Il était parti sans dire au revoir, la laissant seule dans une maison qui n'était pas la sienne, avec les souvenirs d'une nuit dont elle ne savait pas si elle avait été réelle ou juste un rêve cruel. Elle ne savait pas encore que cette nuit-là avait planté bien plus que des doutes et des déceptions dans son cœur. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Gareth, et Clara avait l'impression de vivre dans une maison fantôme. Le manoir Morgan était un labyrinthe de couloirs vides et de pièces silencieuses, où ses pas résonnaient comme des rappels constants de sa solitude. Elle avait essayé d'établir une routine, promenade dans le jardin soigneusement entretenu, lecture dans la luxueuse bibliothèque, tentative de discussion avec la gouvernante, Madame Henderson, qui répondait toujours avec une politesse glaciale. Ce matin de juillet, Clara se réveilla avec une sensation étrange à l'estomac. Ce n'était pas la faim. C'était quelque chose de différent, un malaise qui semblait venir de l'intérieur. Lorsqu'elle essaya de manger le petit déjeuner que Madame Henderson avait préparé, l'odeur des œufs brouillés la fit courir aux toilettes.
Madame Morgan? La voix inquiète de la gouvernante vint de l'autre côté de la porte. Vous allez bien? Clara s'appuya contre le lavabo, son visage pâle se reflétant dans le miroir doré. Je vais bien, Madame Henderson. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé hier. Mais alors même qu'elle le disait, un terrible soupçon commença à se former dans son esprit. Elle compta les jours depuis la nuit de noces, depuis que Garrett l'avait touchée avec cette tendresse confuse qui semblait maintenant avoir eu lieu dans une autre vie. 2 semaines plus tard, le soupçon devint certitude. Clara était assise dans le cabinet du docteur Matthews, ses mains tremblant alors qu'il confirmait ce qu'elle savait déjà au fond de son cœur. « Félicitations Madame Morgan, vous êtes enceinte. Environ 6 semaines. » Les mots semblaient résonner dans le cabinet comme un son lointain. Clara fixa ses mains croisées sur ses genoux, essayant de traiter l'information. « Vous êtes sûre » demanda-t-elle, sa voix sortant plus faible que prévu. « Absolument. Le test sanguin l'a confirmé. » Le docteur Matthews se pencha en avant, son visage bienveillant montrant de l'inquiétude. « Vous ne semblez pas heureuse de la nouvelle. » Clara se força à sourire. « C'est juste. C'est beaucoup à assimiler. Mon mari est en voyage. » « Ah oui, les affaires j'imagine. » « Eh bien, quand il reviendra, je suis sûr qu'il sera très heureux. » Mais Clara n'en était pas si sûre. Garrett était parti sans un mot, ne laissant que ce mot froid. Comment réagirait-il à la nouvelle que la femme qu'il connaissait à peine attendait un enfant? Pendant le trajet de retour, Clara essaya d'imaginer comment elle partagerait la nouvelle. Peut-être qu'au retour de Garrett, elle préparerait un dîner spécial, trouverait une façon romantique de l'annoncer. Peut-être qu'un bébé pourrait être le pont dont ils avaient besoin pour construire quelque chose de vrai entre eux. Mais lorsqu'elle arriva chez elle, elle trouva Madame Henderson à la porte d'entrée, son visage habituellement impassible montrant quelque chose que Clara n'avait jamais vu auparavant, la panique. « Que s'est-il passé » demanda Clara, le cœur battant. « Il y a des journalistes au portail. » « Beaucoup de journalistes. » Clara regarda par-dessus l'épaule de la gouvernante et vit ce qu'elle voulait dire. Une foule de gens avec des caméras et des microphones s'agglutinait devant les grilles de la propriété comme des vautours attendant une charogne. Des journalistes? Pourquoi? Madame Henderson lui tendit un journal, le visage grave. Vous feriez mieux de voir par vous-même. Clara prit le journal de ses mains tremblantes. Le gros titre la frappa comme un coup de poing dans l'estomac, scandale chez les Morgan, la nouvelle épouse tombe enceinte stratégiquement pour sécuriser la fortune. En dessous, une photo d'elle sortant du cabinet du docteur Matthews, apparemment prise de loin avec un téléobjectif puissant. L'article était une spéculation cruelle et détaillée sur la façon dont Clara Bennett avait séduit Garrett Morgan pour un mariage rapide et utilisait maintenant une grossesse pour garantir l'accès à la fortune familiale. Une source proche de la famille Morgan confirme que la jeune femme issue d'une famille rurale en faillite a soigneusement planifié la grossesse pour assurer sa position financière, disait l'un des paragraphes. Le timing opportun de la grossesse, 6 semaines seulement après le mariage, soulève des questions sur les véritables intentions de la nouvelle Madame Morgan. Clara sentit ses jambes faiblir. Comment avait-il découvert? Comment savait-il pour la grossesse? Je ne sais pas, madame. Mais ils sont là depuis tôt ce matin à poser des questions. Les mains de Clara tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le journal. Quelqu'un avait divulgué des informations médicales confidentielles. Quelqu'un avait transformé ce qui aurait dû être un moment intime et privé en un spectacle public humiliant. Le téléphone sonna de manière stridente dans le silence de la maison. Madame Henderson répondit. Manoir Morgan. Non, elle n'a aucun commentaire. Non, Monsieur Morgan n'est pas disponible. La gouvernante raccrocha et se tourna vers Clara. Ils veulent une déclaration. Et que devrais-je dire? Demanda Clara, sa voix devenant amère. Que je n'ai pas planifié ça? Que je connais à peine mon propre mari? Que... Le bruit de pneus sur la route l'interrompit. Clara courut à la fenêtre et vit la voiture noire familière de Garrett franchir les grilles, passant devant les journalistes qui criaient des questions et prenaient des photos. Il était de retour. Clara dévala les escaliers, le cœur battant la chamade. Peut-être qu'il la croirait. Peut-être que lorsqu'elle expliquerait qu'elle n'avait rien planifié, que la grossesse avait été autant une surprise pour elle que ce le serait pour lui. La porte d'entrée s'ouvrit violemment et Garrett entra comme un ouragan. Ses yeux bleus étaient glacials, plus froids que Clara ne les avait jamais vus.
Il tenait un exemplaire du même journal qu'elle avait entre les mains. Gareth, je peux expliquer. Expliquer? Il rit, d'un rire sans humour. Qu'est-ce que tu vas expliquer exactement, Clara? Comment tu as planifié ça depuis le début? Je n'ai rien planifié. Tu dois me croire. Te croire? Gareth s'approcha et Clara recula instinctivement. Tu veux que je croie que c'est une coïncidence que tu sois tombée enceinte par hasard dès la première nuit? C'était la première nuit. C'était la seule nuit. Tu le sais. Le sais-je vraiment? Ses yeux la transpercèrent comme de la glace. Tu semblais bien expérimenté pour quelqu'un qui prétendait être vierge. L'accusation la frappa comme une gifle. Clara sentit les larmes lui brûler les yeux. Comment peux-tu dire ça? Tu étais là. Tu sais que je ne l'avais jamais fait. Je sais que tu viens d'une famille en faillite. Je sais que tu avais désespérément besoin d'argent. Et je sais que maintenant, comme par hasard, tu es enceinte et financièrement à l'abri pour le reste de ta vie. Gareth, s'il te plaît. Clara tendit la main vers lui, mais il se recula comme si son toucher était empoisonné. Très bien calculé, je dois l'admettre. M'épouser, me séduire la nuit de noces, tomber enceinte immédiatement. Maintenant tu as accès à la fortune Morgan pour toujours. Je ne t'ai pas séduit. C'est toi qui. Clara s'arrêta, réalisant comment ces mots pouvaient sonner. Gareth, tu sais que ce n'était pas comme ça. Vraiment? Il jeta le journal sur la table basse, les pages s'éparpillant. Parce que tout ce que je sais, c'est que j'ai épousé une étrangère qui est apparemment beaucoup plus intelligente que je ne l'imaginais. Clara sentit quelque chose se briser définitivement en elle. La douleur de la trahison, de la méfiance, était pire que toute douleur physique qu'elle n'avait jamais ressentie. « Crois-tu vraiment que je ferais ça ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Que je planifierais de tomber enceinte d'un homme qui me connaît à peine, qui est parti le lendemain sans un mot. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Gareth. Peut-être le doute, peut-être le regret. Mais cela ne dura qu'une seconde avant que le masque froid ne reprenne sa place. « Je crois aux faits. Et les faits sont que tu es enceinte, que tu as besoin d'argent, et que maintenant tu as accès aux deux. » Clara se redressa, essuyant les larmes de son visage du revers de la main. Quelque chose avait changé en elle, la douleur se transformait en colère, en détermination. « Tu veux des faits, Gareth? Voici un fait, j'étais vierge. Je peux le prouver. » Comment? Examens médicaux. Le docteur Matthews peut le confirmer. Il y a des preuves physiques qui attestent que c'était ma première fois. Pour la première fois depuis son arrivée, Gareth hésita, la certitude dans ses yeux vacilla. Et voici un autre fait, poursuivit Clara, sa voix gagnant en force. Je n'ai pas besoin de ton argent. Pas comme ça. Pas en étant publiquement humiliée, pas en étant accusée d'être une opportuniste. Clara. Non. Elle leva la main, l'interrompant. Tu as choisi de croire des étrangers au lieu de croire la femme qui t'a épousée. Tu as choisi de présumer le pire à mon sujet, sans même me donner une chance de m'expliquer. Clara se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta et se tourna pour lui faire face une dernière fois. Tu veux savoir la vérité, Gareth? J'étais heureuse de cette grossesse. Pendant un moment stupide, j'ai pensé qu'un bébé pourrait peut-être nous donner une chance de construire quelque chose de vrai. J'ai pensé que tu serais peut-être heureux aussi. Elle vit quelque chose se briser sur son visage, une fissure dans l'armure froide. Mais j'avais tort. Tu n'as jamais voulu d'une femme ou d'une famille. Tu voulais un contrat? Eh bien, considère le contrat comme rompu. Clara monta les escaliers sans se retourner. Chaque marche était une déclaration de guerre contre l'homme qui avait brisé son cœur en morceaux. Elle ne savait pas encore que quelqu'un avait soigneusement orchestré cette destruction. Que des yeux envieux avaient observé chaque mouvement, attendant le moment parfait pour planter les graines de la méfiance. Mais elle savait une chose avec certitude, elle ne resterait pas dans une maison où elle était vue comme une opportuniste, où son enfant serait considéré comme une erreur stratégique. Il était temps de partir. Et cette fois, elle ne regarderait pas en arrière. Le monastère de Santa Clara se dressait contre le ciel gris de Virginie, tel un phare de pierre ancienne. Ses tours gothiques perçaient les nuages bas qui promettaient la pluie. Clara serrait fermement la poignée de la seule valise qu'elle avait apportée, ses doigts blanchis à force de crisper le cuir usé.
Le vent froid d'octobre portait l'odeur des feuilles sèches, et autre chose, de l'encens peut-être, ou juste le parfum indéfinissable de siècles de prière. « Vous êtes sûr de vouloir rester ici » demanda le chauffeur de taxi, regardant les hauts murs du monastère à travers le pare-brise embué. « C'est assez isolé. »« C'est exactement ce dont j'ai besoin » répondit Clara en lui tendant l'argent de la course. Sa voix était rauque d'avoir tant pleuré durant les 2 dernières semaines depuis qu'elle avait quitté le manoir Morgan. La lourde porte en bois s'ouvrit avant même qu'elle ne puisse frapper. Une femme d'âge moyen portant un habit brun simple lui sourit avec des yeux bienveillants qui semblaient voir droit à travers ses défenses. « Clara Bennett » dit la religieuse, et il y avait une chaleur authentique dans sa voix. « Je suis sœur Catherine. Nous vous attendions. » Morgan, corrigea Clara automatiquement, puis elle hésita. « En fait, je ne sais plus quel est mon nom. » Sœur Catherine tendit la main pour prendre sa valise. « Ici, vous pouvez simplement être Clara. Les noms portent un poids, et parfois nous avons besoin de lâcher ce poids pour trouver qui nous sommes vraiment. » L'intérieur du monastère était une contradiction de simplicité et de grandeur. Les couloirs de pierre faisaient écho à leurs pas comme des chuchotements des générations passées, mais il y avait une paix palpable dans l'air que Clara n'avait pas ressenti depuis des mois. Les vitraux projetaient de doux arcs-en-ciel sur les murs, et le son lointain de voix féminines chantant créait une symphonie éthérée. « Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, » dit sœur Catherine en marchant. « Nous ne posons pas de questions ici. Nous offrons juste le silence quand il est nécessaire, et la conversation quand elle est désirée. Et si je ne sais pas de quoi j'ai besoin? Alors vous resterez jusqu'à ce que vous le découvriez. » La chambre qui lui fut assignée était spartiate, mais confortable. Un lit simple, une table en bois sombre, une chaise et une fenêtre qui donnaient sur un jardin intérieur où d'autres femmes marchaient dans un silence contemplatif. Clara posa sa valise sur le lit et s'assit à côté, laissant enfin l'épuisement prendre le dessus. Pour la première fois depuis des semaines, elle posa sa main sur son ventre encore plat où son enfant grandissait. « Nous sommes en sécurité maintenant » chuchota-t-elle au bébé qui ne pouvait pas encore l'entendre. Du moins pour l'instant. Les premiers jours au monastère passèrent dans un brouillard réconfortant de routine. Clara participait aux prières du matin, même si elle n'était pas particulièrement religieuse, car il y avait quelque chose d'hypnotique dans les voix unies dans le chant qui calmait la tempête dans son esprit. Elle travaillait au jardin le matin, ses mains dans la terre humide la connectant à quelque chose de primitif et de guérisseur, mais ce furent les après-midi qui la transformèrent. « Vous jouez du piano » demanda sœur Catherine à la fin de sa première semaine, trouvant Clara debout à la porte de la chapelle, observant le piano à queue qui occupait un coin près de l'autel. « Ma mère m'a appris » répondit Clara, ses doigts picotant au souvenir, « mais cela fait des années que je n'ai pas joué. » Les mains n'oublient jamais ce que le cœur a appris, allez-y. Clara s'approcha de l'instrument comme s'il s'agissait d'un animal sauvage qui risquait de fuir. Le banc était à la hauteur parfaite, et lorsqu'elle souleva le couvercle protégeant les touches, un arôme familier la frappa, bois poli et l'odeur presque imperceptible de centaines de mains ayant touché ces mêmes touches. Ses doigts trouvèrent les touches avec hésitation, pressant quelques notes au hasard. Le son résonna dans la chapelle, pur et cristallin. « Ma mère disait que le piano était une confession » murmura Clara, commençant à jouer une mélodie simple que sa mère lui avait apprise enfant. Qu'il révélait des vérités que les mots ne pouvaient exprimer. « Et que confesse votre piano maintenant » demanda sœur Catherine, s'asseyant sur l'un des bancs voisins. Clara ferma les yeux et laissa ses doigts trouver leur propre musique, une mélodie mélancolique qui semblait venir de quelque part au fond de son âme. « Que je suis perdue, que j'ai peur, que je ne sais pas si je suis assez forte pour élever un enfant seul. Et pourtant vous êtes là, pourtant vous avez choisi de rester. Je n'avais pas le choix. Nous avons toujours le choix, Clara. La question est de savoir si nous avons le courage de faire les choix difficiles. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Clara se surprit à penser à sa mère pour la première fois depuis des années sans que cela soit accompagné de douleur. Marina Bennett avait été une femme de mystère, talentueuse, mélancolique, portant toujours des secrets qu'elle ne partageait jamais. « Maman » chuchota Clara à l'obscurité, « savais-tu que je finirais ici? Savais-tu que j'aurais besoin d'apprendre à être forte ?» Ce fut au cours de la 2e semaine que la découverte eut lieu. Clara rangeait de vieilles partitions dans la chapelle lorsqu'elle trouva un dossier oublié sous le piano. Les feuilles étaient jaunies par le temps, et lorsqu'elle ouvrit la première page, son cœur s'arrêta. Composition de Marina Santos Bennett était écrit d'une écriture élégante qu'elle reconnut immédiatement. « Sœur Catherine » appela Clara,
sa voix résonnant dans la chapelle. « Sœur Catherine, venez ici. » La religieuse arriva en courant, l'inquiétude écrite sur son visage. « Que se passe-t-il ? » « Ces partitions. Ce sont celles de ma mère. » « Comment sont-elles arrivées ici ?» Sœur Catherine s'approcha, examinant les feuilles attentivement. « Marina Bennett. Ce nom me dit quelque chose. » Elle fronça les sourcils, fouillant sa mémoire. « Attendez ici. » Elle revint quelques minutes plus tard avec un vieux registre, les pages jaunies craquant alors qu'elle les feuilletait. « Ici, » dit-elle en pointant une entrée d'il y a 25 ans. « Marina Santos Bennett a été ici pendant 3 mois en 1999. Elle était enceinte. » Oh. Quoi? Il est écrit ici qu'elle est venue chercher refuge lors d'une crise personnelle, qu'elle a laissé ses compositions comme donation lors de son départ. Sœur Catherine leva les yeux vers Clara. « Êtes-vous née en 2000 ?»« Née en mars 2000. » Clara sentit ses jambes faiblir. « Elle était enceinte de moi quand elle était ici ?» « Il semble que oui, et il y a plus. » Sœur Catherine tourna quelques pages. Elle parlait beaucoup d'un homme nommé Richard. Elle disait qu'elle l'aimait, mais qu'ils ne pouvaient pas être ensemble. Le nom frappa Clara comme la foudre. Richard. Elle avait entendu ce nom auparavant, chuchoter dans les délires fiévreux de sa mère durant ces derniers jours. Richard qui? Elle n'a jamais dit le nom de famille, mais... Sœur Catherine hésita. Il y avait quelque chose à propos de lui étant marié, d'une famille puissante qui n'accepterait jamais qu'ils soient ensemble. Clara s'assit lourdement sur le banc du piano, les partitions éparpillées autour d'elle comme les pièces d'un puzzle qu'elle commençait tout juste à assembler. Elle fuyait, murmura Clara, tout comme moi. Parfois les filles répètent le chemin de leur mère, dit doucement sœur Catherine, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent avoir le même destin. Cette nuit-là, Clara resta éveillée tard à lire les compositions de sa mère. Il y avait de la douleur dans ses notes, mais aussi de l'espoir, et sur la dernière page, écrit de la main délicate de Marina, il y avait un message qui fit s'emballer le cœur de Clara. Pour ma fille, qui comprendra un jour que le véritable amour vaut tous les sacrifices. Puisse-t-elle être plus courageuse que je ne l'ai été, puisse-t-elle se battre pour ce qui lui revient de droit. J'ai toujours su la vérité, un jour elle la saura aussi. M. Clara tint la page de ses mains tremblantes. Sa mère avait laissé des indices, des messages codés sur un passé que Clara n'avait jamais connu. Richard connaissait la vérité sur quoi? Quelle était cette vérité que sa mère avait emportée dans la tombe? Elle posa ses mains sur son ventre où son enfant grandissait et fit une promesse silencieuse. Je vais découvrir, maman. Je vais découvrir quel secret tu portais, et je vais m'assurer que mon enfant n'aura jamais à grandir sans connaître sa propre histoire. Dehors, le vent hurlait à travers les arbres centenaires du monastère, portant des murmures de secrets enfouis et de vérités attendant d'être découvertes. Clara ne savait pas encore que sa quête de réponse sur le passé de sa mère la ramènerait vers l'avenir qu'elle avait laissé derrière elle, mais elle devait d'abord devenir assez forte pour affronter quelle que soit la vérité qu'elle trouverait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Clara avait trouvé les partitions de sa mère et elle ne pouvait s'empêcher de penser au nom de Richard. Chaque matin après les prières, elle s'asseyait au piano et jouait les compositions de Marina, comme si les mélodies pouvaient révéler des secrets que les mots ne pouvaient exprimer. Il y avait quelque chose de familier dans ces harmonies, quelque chose qui remuait des souvenirs qu'elle ne savait pas posséder. « Vous êtes différente », observa sœur Catherine ce matin de novembre, trouvant Clara dans le jardin où elle passait habituellement ses après-midi. Le froid était plus intense, et Clara serra son châle en laine plus fort autour de ses épaules, protégeant instinctivement son ventre qui commençait à montrer les premiers signes de grossesse. Différente comment? Plus déterminée. Comme quelqu'un qui a trouvé un but. La religieuse s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre, son habit brun contrastant avec les feuilles dorées couvrant le sol. Vous allez chercher des réponses sur votre mère, n'est-ce pas? Clara hocha la tête, observant un groupe de novices marchant silencieusement à travers le cloître. J'ai besoin de savoir qui était Richard. J'ai besoin de comprendre pourquoi ma mère portait tant de secrets. Et si les réponses ne sont pas celles que vous attendez? Alors au moins je connaîtrai la vérité. Cet après-midi-là, Clara était dans la bibliothèque du monastère, feuilletant de vieux journaux de Virginie et de Géorgie, cherchant toute mention du nom Richard qui pourrait être lié à sa mère, lorsqu'elle entendit des pas lourds dans les couloirs de pierre. C'étaient des pas masculins, étranges dans cet environnement majoritairement féminin. Sœur Catherine,
y a-t-il une certaine Clara Bennett ici? La voix masculine résonna à travers les murs anciens, et Clara sentit son sang se glacer. Elle reconnut cette voix, grave, autoritaire, mais différente de la froideur de Gareth. Celle-ci avait une qualité plus sinistre. Puis-je demander qui veut savoir? Vint la réponse polie mais ferme de sœur Catherine. Je suis Vincent Morgan. Le frère de Gareth Morgan. C'est au sujet d'une affaire familiale urgente. Clara ferma rapidement les livres, son cœur battant la chamade. Vincent Morgan. Elle avait entendu Gareth mentionner son demi-frère quelquefois, toujours sur un ton neutre qui ne révélait pas grand-chose de leur relation. Un instant, s'il vous plaît, dit sœur Catherine. Quelques minutes plus tard, la religieuse apparut dans la bibliothèque, le visage inquiet. Il y a un homme qui vous demande. Il dit être votre beau-frère. J'ai entendu. Clara se leva, lissant la robe simple qu'elle portait. Que veut-il? Il n'a pas dit, mais... Sœur Catherine hésita. Il y a quelque chose chez lui que je n'aime pas. Peut-être devriez-vous rester ici. Je peux dire que vous n'êtes pas là. Clara considéra la suggestion, mais se ravisa. Mais pouvez-vous rester présente? Bien sûr. Vincent Morgan attendait dans le petit parloir où le monastère recevait les visiteurs. Lorsque Clara entra, il se leva et elle put l'étudier pour la première fois. Il était plus petit que Gareth, avec des cheveux bruns et des yeux sombres qui semblaient calculer chaque mouvement. Il y avait une ressemblance superficielle entre les frères, mais là où Gareth avait une présence imposante, Vincent émanait quelque chose qui mettait Clara mal à l'aise. « Clara » dit-il en tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enfin, nous nous rencontrons en personne. » Vincent Morgan. Monsieur Morgan. Clara serra brièvement sa main, remarquant à quel point ses doigts étaient froids et moites. « Qu'est-ce qui vous amène ici? » L'inquiétude familiale, bien sûr. Vincent s'assit sans y être invité, croisant les jambes avec une aisance calculée. Quand nous avons appris que vous aviez quitté Gareth, nous étions tous très inquiets. Tous? Ma mère, Lucille et moi. Gareth est. Eh bien, il est dévasté, naturellement. Clara en doutait, mais garda une expression neutre. Et nous avons pensé qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Ces histoires dans la presse. Vincent secoua la tête avec une fausse sympathie. Très regrettable. Très injuste pour vous. Vous pensez? Bien sûr. Une jeune femme innocente issue d'une famille traditionnelle accusée de... Eh bien, de choses terribles. Vincent se pencha en avant, ses yeux sombres fixés sur les siens. En fait, je suis venu ici pour offrir une solution. Sœur Catherine, qui était assise discrètement dans un coin du parloir, bougea légèrement. Et Clara remarqua qu'elle aussi était mal à l'aise avec la présence de Vincent. Quel genre de solution? Eh bien, l'affaire est compliquée par votre condition actuelle. Les yeux de Vincent descendirent vers le ventre de Clara, et elle tira instinctivement son châle pour se couvrir. Un enfant rend tout plus complexe. Plus complexe? Comment? Vincent soupira dramatiquement. Clara, puis-je être franc avec vous? Je vous en prie. La famille Morgan a une réputation à maintenir, des affaires à protéger, et la présence d'un enfant. Surtout un enfant dont la paternité a été publiquement remise en question. Il laissa la phrase en suspens. Clara sentit la colère monter comme une vague brûlante. La paternité n'a pas été remise en question. Je sais exactement qui est le père. Bien sûr, mais le public. Eh bien, le public a ses propres idées. Vincent se leva et commença à marcher dans le petit parloir. C'est pourquoi je suis venu ici avec une proposition. J'écoute. Un accord financier. Généreux. Suffisant pour que vous et l'enfant viviez confortablement pour le reste de vos vies. En échange, vous signeriez certains papiers renonçant à tout droit sur les Monsieur l'héritage Morgan. Le silence dans le parloir était épais comme le brouillard. Clara entendait le tic-tac d'une vieille horloge au mur et le son lointain des prières du soir. De quel droit parlez-vous? Finit-elle par demander. Eh bien, techniquement, en tant qu'épouse de Gareth, tu as certains droits sur les biens de la famille, et l'enfant. Vincent cessa de marcher et la fixa droit dans les yeux. L'enfant serait considéré comme un héritier de la fortune Morgan.
Et tu veux que j'y renonce? Contre une compensation équitable, oui. Clara se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin du monastère. Dehors, les arbres ondulaient sous le vent froid, et elle pouvait voir d'autres femmes marcher dans les corridors extérieurs, leurs silhouettes enveloppées dans des châles et dans un sentiment de paix. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Vincent ?» J'ai dit non. Clara se retourna pour lui faire face. « Pourquoi toi? Pourquoi pas Gareth? Pourquoi pas cette Lucille que tu as mentionnée ?» Quelque chose changea sur le visage de Vincent, un durcissement presque imperceptible. « Gareth est occupé par les affaires, et ma mère a pensé qu'il valait mieux que je vienne. » Ou peut-être, dit Clara lentement, as-tu tes propres raisons de vouloir me voir disparaître? Je ne vois pas de quoi tu parles. Vraiment? Clara fit un pas vers lui. Tu ne saurais rien sur la façon dont l'information concernant ma grossesse a atterri dans les journaux, n'est-ce pas? Vincent rit, mais il y avait de la nervosité dans son rire. Clara, tu deviens paranoïaque. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce que tu as peur. Peur de quoi? Clara agissait désormais à l'instinct, suivant une intuition venue des profondeurs. Peur que je découvre quelque chose. Quelque chose sur la famille Morgan que tu préférerais garder enterrée. Tu délires. Ah bon? Clara s'approcha encore, observant comment Vincent reculait légèrement. Laisse-moi te poser une question, Vincent. Connaissais-tu une femme nommée Marina Bennett ou Marina Santos? La réaction fut instantanée et révélatrice. Le visage de Vincent blêmit, et ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne. Jamais entendu ce nom. Mais c'était trop tard. Clara avait vu la vérité éclater dans son regard. Menteur, murmura-t-elle. Vincent se dirigea rapidement vers la porte. Tu fais une erreur, Clara. Une très grosse erreur. Quel genre d'erreur? Il s'arrêta au seuil, se tournant vers elle une dernière fois. Lorsqu'il parla, sa voix avait perdu toute trace de cordialité. Le genre d'erreur qui peut être dangereux. Pour toi et pour l'enfant. Ses yeux se fixèrent à nouveau sur son ventre. Il arrive des malheurs aux gens qui posent trop de questions sur la famille Morgan. Demande à ta mère. Oh, attends. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? La menace implicite de cette dernière phrase glaça le sang de Clara. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Vincent était parti, ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas et l'odeur d'une eau de Cologne onéreuse et écœurante. Sœur Catherine s'approcha rapidement. Clara, tout va bien? Vous êtes pâle. Il connaissait ma mère, murmura Clara, regardant toujours la porte par laquelle Vincent était sorti. Et il y a quelque chose qu'il ne veut pas que je découvre. Que allez-vous faire? Clara posa ses mains sur son ventre, sentant pour la première fois les doux mouvements de son enfant. Dehors, les cloches du monastère commencèrent à sonner, appelant aux prières du soir. Je vais découvrir la vérité sur ma mère, sur Richard, et sur la raison pour laquelle Vincent Morgan veut si désespérément me tenir éloigné de la famille. Elle se tourna vers sœur Catherine, ses yeux verts brillants d'une détermination nouvelle, absente jusqu'alors. Même si cela signifiait retourner à l'endroit que j'ai fui. Mais elle ne savait pas encore que la vérité qu'elle s'apprêtait à découvrir changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sur sa famille et sur l'homme qu'elle avait laissé derrière elle. La visite de Vincent avait semé des graines d'inquiétude qui poussaient comme de mauvaises herbes dans l'esprit de Clara. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette rencontre troublante, et elle ne pouvait oublier le changement dans son regard lorsqu'elle avait mentionné le nom de sa mère. Il y avait eu de la reconnaissance, de la peur peut-être, et quelque chose de plus sombre, de la culpabilité. Clara était de nouveau dans la bibliothèque du monastère, entourée de piles de documents provenant des archives locales. Ses doigts traçaient des noms dans les listes nécrologiques, cherchant un lien quelconque entre Marina Santos et la famille Morgan. L'odeur du vieux papier et de l'encre passée lui était devenue familière, presque réconfortante. Marina Santos Bennett, pianiste, décédée à 35 ans après une brève maladie, lut-elle à haute voix, trouvant la nécrologie de sa mère pour la 10e fois. Laisse dans le deuil son mari Thomas Bennett et sa fille Clara, 12 ans. Brève maladie. Clara avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la mort soudaine de sa mère. Marina avait été en bonne santé, pleine de vie, et puis, en quelques semaines, elle s'était flétrie comme une fleur coupée. Le bruit de pas précipités dans le couloir lui fit lever la tête. Sœur Catherine apparut à la porte, tenant une enveloppe blanche.
C'est pour vous, dit la religieuse en tendant l'enveloppe avec une expression inquiète. Cela a été livré par un messager. Clara prit l'enveloppe, remarquant qu'il n'y avait pas d'adresse de retour, juste son nom écrit en lettres capitales soigneuses. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva une seule feuille de papier et une petite clé dorée. Si vous voulez des réponses sur votre mère, trouvez le coffre 247 à la First National Bank d'Atlanta. La vérité vous attend. Un ami. Clara leva la clé dorée vers la lumière. Elle était petite, ancienne, avec des numéros gravés correspondant à ceux mentionnés dans la lettre. Qui a pu envoyer ça? Murmura-t-elle. Quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui connaissait votre mère, dit sœur Catherine en s'asseyant près d'elle. La question est de savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne. Clara glissa la clé dans la poche de sa robe, sentant le métal froid contre ses doigts. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. 2 heures plus tard, elle était à la banque à Atlanta, le cœur battant la chamade alors qu'elle suivait un employé vers la salle des coffres. La clé dorée tremblait dans sa main lorsqu'elle l'inséra dans la serrure du coffre 247. « Êtes-vous sûr que c'est votre clé, madame » demanda l'employé, remarquant sa nervosité. « Je le suis » mentit Clara, tournant la clé jusqu'à entendre le déclic discret de la serrure qui s'ouvrait. Seule dans la petite salle privée, Clara ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un dossier en cuir brun, quelques bijoux qu'elle reconnut comme ayant appartenu à sa mère, et une épaisse enveloppe scellée à son nom. Elle ouvrit l'enveloppe en premier. L'écriture était celle de sa mère, mais plus tremblante, comme si elle avait été écrite dans la hâte ou la douleur. « Ma chère Clara, si tu lis ceci, c'est que tu as découvert ce que j'ai toujours craint que tu découvres. Richard Morgan, oui, Morgan est ton père biologique. Thomas Bennett est un homme bon qui a accepté de t'élever comme sa propre fille, mais tu mérites de connaître la vérité sur tes origines. Richard et moi nous aimions profondément, mais il était marié à Lucille, une femme cruelle qui aurait détruit nos vies si elle avait su la vérité. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Richard voulait tout quitter pour être avec nous, mais je ne pouvais pas le permettre. Je ne pouvais pas détruire sa famille, même si cela signifiait sacrifier notre bonheur. Il a laissé un testament secret te reconnaissant comme sa fille et t'assurant un héritage. Lucille ne le sait pas plus que Vincent, son fils d'un premier mariage. S'il le découvre, tu seras en danger. Sois prudente, ma fille. Il y a des secrets dans la famille Morgan qui ont coûté des vies. Avec tout mon amour, Marina. Clara dut s'appuyer contre la chaise, le papier tremblant dans ses mains. Richard Morgan, le père de Garrett, était son père biologique. Cela signifiait. « Oh, mon Dieu » murmura-t-elle, la réalisation la frappant comme la foudre. « Garrett est mon demi-frère. » Le dossier en cuir contenait des documents juridiques, des certificats, des tests ADN menés secrètement et une copie du testament de Richard Morgan. Clara lut rapidement, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. « Je lègue à Clara Santos Bennett, ma fille, reconnue par le test de paternité 6 juin, 30% des parts de Morgan Enterprises et la propriété connue sous le nom de Willow Hill Farm. » Clara s'arrêta de lire, la tête lui tournant. Willow Hill, la ferme où elle avait grandi. Richard avait secrètement acheté la propriété et l'avait laissée à la gestion du mari de Marina, s'assurant ainsi que Clara grandisse dans un foyer stable. Il y avait plus, des photos de Richard et Marina ensemble, souriant, visiblement amoureux, un certificat de naissance alternatif avec le nom de Richard comme père, et au fond du dossier, un enregistrement sur une vieille micro-cassette. Clara prit le petit enregistreur qui se trouvait dans la boîte et inséra la cassette avec des doigts fébriles. La voix de sa mère remplit la petite pièce, plus faible que dans ses souvenirs, mais indéniablement celle de Marina. « Clara, si tu entends ça, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Je veux que tu saches que Richard n'avait pas le choix. Lucie l'a découvert pour nous, pour toi. Elle m'a menacé, elle a dit qu'elle te tuerait si je ne sortais pas de la vie de Richard pour toujours. » Clara serra l'enregistreur contre elle, les larmes brouillant sa vue. « J'ai accepté. Mais Richard a fait le testament secret. Il voulait s'assurer que tu ne manquerais de rien. Lucille ne connaît pas l'existence du testament, mais elle s'en doute. S'il m'arrive quelque chose, Clara, ce n'était pas un accident. Lucille est capable de... » L'enregistrement se coupa brusquement, ne laissant qu'un bourdonnement statique. Clara rembobina et écouta à nouveau, chaque mot se gravant dans sa mémoire comme un fer rouge. Sa mère avait été menacée, possiblement assassinée,
et elle, Clara, était mariée à son propre demi-frère. Le téléphone du coffre-fort sonna, la faisant sursauter. C'était l'employé de banque. « Madame Bennett, il y a quelqu'un ici qui demande à vous voir, il dit que c'est urgent. » « Qui est-ce » ? « Un certain monsieur Vincent Morgan. » Le sang de Clara se glaça. Comment Vincent avait-il découvert où elle était ? « Dites-lui que je ne suis pas là, » chuchota T.L. rapidement. « Dites-lui que vous ne m'avez jamais vu. »« Mais madame, s'il vous plaît, c'est une question de vie ou de mort. » Clara remit rapidement tous les documents dans le dossier, son esprit tournant à toute vitesse. Vincent avait dû faire suivre quelqu'un. Ou peut-être que l'ami qui avait envoyé la clé lui tendait un piège. Elle attendit 30 minutes avant de partir, utilisant une sortie latérale que l'employé lui avait indiquée. Durant tout le trajet de retour vers le monastère, elle vérifia ses rétroviseurs, cherchant des voitures qui pourraient la suivre. De retour dans sa chambre au monastère, Clara étala les documents sur le petit lit. La vérité était là, noir sur blanc, mais c'était une vérité qui changeait tout. Si elle était la fille de Richard Morgan, alors Garrett était son demi-frère. Le mariage était incestueux, même si aucun d'eux ne le savait. Et le bébé. Clara posa ses mains sur son ventre où grandissait son enfant, l'enfant de demi-frère et sœur. Quelles complications génétiques cela pourrait-il causer ? Mais il y avait quelque chose de plus inquiétant. Si Vincent découvrait l'existence du testament et sa véritable filiation, il ferait tout pour l'empêcher de réclamer l'héritage, y compris. Le bruit de gravier sur la route interrompit ses pensées. Clara courut à la fenêtre et vit une voiture noire familière se garer à l'entrée du monastère. Vincent l'avait trouvée. Elle cacha rapidement les documents sous le matelas et dévala les escaliers. Vincent était de nouveau dans le parloir, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent chez lui. Une urgence, une énergie dangereuse. « Clara, » dit-il quand elle entra, ne se levant pas cette fois. « Quelle coïncidence de te retrouver ici. » « Que veux-tu, Vincent ? » « Tu es allé à Atlanta aujourd'hui. »« À la banque. » Ce n'était pas une question. Clara garda une expression neutre malgré son cœur qui battait la chamade. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas. » Vincent se leva et s'approcha d'elle. « Tu as trouvé le coffre de son père, n'est-ce pas ? Tu as trouvé les documents de Richard. »« Quels documents ?» Vincent émit un rire sans joie. « Les documents qui prouvent que tu es la fille bâtarde de mon beau-père. Les documents qui te donnent des droits sur un héritage qui devrait être le mien. » L'aveu brutal le trahit. Clara fit un pas en arrière. « Tu le savais depuis le début. Tu savais qui j'étais. » Bien sûr que je savais. Pourquoi penses-tu qu'il a été si facile de convaincre Garrett de t'épouser? Pourquoi penses-tu que l'arrangement entre les familles a été mis en place? Qu'est-ce que tu veux dire? Vincent sourit, et il y avait quelque chose de prédateur dans cette expression. J'ai tout planifié, Clara. Le mariage était mon idée. Te marier à Garrett garantissait que tu ne pourrais jamais réclamer l'héritage en tant que fille de Richard. Après tout, les épouses de fils légitimes n'ont aucun droit sur l'héritage de leur beau-père. Toi. Tu savais que nous étions demi-frères et sœurs? J'espérais que vous ne le découvririez jamais, et cela aurait fonctionné si tu n'avais pas été si curieuse. Vincent s'approcha, menaçant. Mais maintenant tu en sais trop. Et c'est un problème. Clara regarda autour d'elle pour chercher sœur Catherine, mais le parloir était vide à part eux deux. C'était toi, murmura-t-elle, les pièces du puzzle se mettant enfin en place. Tu as divulgué l'information sur ma grossesse à la presse. Tu voulais nous séparer. Très intelligent. Oui, c'était moi. J'avais besoin de vous éloigner l'un de l'autre avant que vous ne découvriez la vérité sur votre lien de parenté. Le scandale public était parfait. Et ma mère? Elle a dit dans l'enregistrement que Lucille l'avait menacée. Le sourire de Vincent s'élargit, infiniment plus cruel. Ah, tu as trouvé l'enregistrement. Quelle touche sentimentale de la part du vieux Richard. Vincent. Est-ce toi qui as tué ma mère? Je n'étais qu'un garçon quand ta mère est morte, Clara. Mais... Il marqua une pause, savourant l'instant. Disons que j'ai beaucoup appris en regardant ma mère travailler. La confirmation la frappa comme un coup de poing. Lucille avait assassiné Marina, et Vincent avait appris d'elle. Que veux-tu? Demanda Clara,
essayant de garder une voix stable. C'est simple. Tu vas renoncer à tout droit sur l'héritage Morgan. Tu vas signer les papiers que j'ai apportés, et tu vas disparaître. Il mit la main dans la poche de son manteau. Pour toujours. Et si je refuse? Vincent sortit sa main de sa poche, révélant une petite seringue. Alors tu connaîtras le même sort que ta mère. Et malheureusement, les accidents arrivent tout le temps aux femmes enceintes. Clara sentit une peur glaciale courir dans ses veines, mais avec elle vint quelque chose de plus fort. La colère. La colère pour sa mère, pour elle-même, pour l'enfant innocent qu'elle portait. Tu ne t'en tireras pas comme ça, dit-elle, se surprenant par la fermeté de sa propre voix. Oh, mais si. Tout comme ma mère s'en est tirée toutes ces années. Vincent fit un autre pas vers elle, la seringue brillant dans la lumière tamisée du parloir. Mais il avait commis une erreur. Il avait trop confessé, révélé trop de vérité. Et Clara avait tout enregistré sur le petit appareil qu'elle portait caché dans sa poche. Gareth Morgan était assis dans son bureau de Manhattan, sa 10e tasse de café matinal refroidissant sur le bureau tandis qu'il fixait les papiers du divorce que Vincent lui avait laissés pour signature. 3 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Clara, et chaque jour semblait plus long que le précédent. L'appartement était trop calme, le lit trop froid, et son propre reflet dans le miroir l'accusait chaque matin. Peut-être qu'elle a vraiment tout planifié, murmura-t-il pour lui-même. Mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Ces derniers jours, des fragments de souvenirs de la nuit de noces revenaient le hanter. La surprise authentique dans les yeux de Clara, la façon dont elle avait murmuré « non », avec une innocence qu'il reconnaissait maintenant comme de la peur, et non de la manipulation. L'interphone de son bureau grésilla. « Monsieur Morgan, un détective est là pour vous voir, il dit que c'est au sujet de votre femme. » Gareth sentit son estomac se nouer. « Faites-le entrer. » L'homme qui entra était âgé, grisonnant, avec des yeux qui en avaient trop vu. « Monsieur Morgan, je suis le détective James Crawford. Je dois vous poser quelques questions sur Clara Bennett Morgan. Est-ce qu'elle va bien ?» La question sortit plus urgemment que Gareth ne l'avait voulu. « Pour l'instant, mais il y a certaines choses que vous devez savoir. Puis-je m'asseoir ?» Gareth fit signe vers la chaise. « De quoi s'agit-il » Crawford ouvrit un dossier épais, en sortant plusieurs photographies. Celles-ci ont été prises hier au monastère de Sainte-Claire en Virginie. Votre femme était menacée par votre demi-frère, Vincent Morgan. La photographie montrait Clara dans le parloir du monastère, Vincent s'approchant d'elle avec quelque chose dans la main. Même avec la qualité granuleuse des images, Gareth pouvait voir la peur sur le visage de sa femme. Vincent était là. Pourquoi? C'est une longue histoire, monsieur Morgan, et je suis sûr que vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à vous dire. Crawford se pencha en avant. Votre femme m'a engagé pour enquêter sur la mort de sa mère. Ce que nous avons trouvé. Eh bien, cela change tout. Gareth sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quel genre de changement? Crawford sortit un enregistreur numérique du dossier. Votre femme a réussi à enregistrer des aveux de Vincent. Voulez-vous écouter? Avec des doigts tremblants, Gareth appuya sur lecture. La voix de Vincent remplit le bureau, froide et calculatrice, avouant la fuite dans la presse, le plan pour séparer Gareth et Clara. J'ai tout planifié, Clara. Le mariage était mon idée. Te marier à Gareth garantissait que tu ne pourrais jamais réclamer l'héritage en tant que fille de Richard. Gareth mit l'enregistrement en pause, son visage perdant toute couleur. La fille de Richard? De mon père? Continuez d'écouter, dit doucement Crawford. L'enregistrement continua, révélant le testament secret, la vérité sur la filiation de Clara, les menaces de Lucille envers Marina des années auparavant. Lorsqu'il arriva à la partie où Vincent admettait avoir appris les techniques d'assassinat de sa mère, Gareth éteignit brutalement l'appareil. Ça ne peut pas être vrai. J'ai bien peur que si. Nous avons mené notre propre enquête après que votre femme nous a contactés. Le testament est réel. Les tests ADN que Richard a menés secrètement sont authentiques. Clara Bennett est la fille biologique de votre père. Gareth se leva brusquement, marchant vers la fenêtre panoramique qui surplombait la ville. Dehors, la vie continuait normalement, les gens marchaient sur les trottoirs, les voitures passaient. Mais à l'intérieur de ce bureau, son monde s'effondrait.
Cela signifie que Clara et moi sommes demi-frères et sœurs. Oui. Le mariage était techniquement incestueux, bien qu'aucun de vous ne le sût. Et le bébé? Crawford hésita. C'est quelque chose que vous devrez discuter avec des médecins spécialistes. Mais monsieur Morgan, il y a quelque chose de plus urgent. Garrett se retourna. Quoi? Vincent sait que Clara a l'épreuve. Elle est en danger réel. L'enregistrement que nous venons d'entendre a été fait hier. Vincent l'a menacée avec une seringue, contenant probablement la même substance qui a tué sa mère. Où est-elle maintenant? Sous protection au monastère. Mais nous ne savons pas combien de temps cela suffira. Garrett attrapait déjà son manteau. Allons-y. Monsieur Morgan, attendez. Il y a autre chose. Quoi encore? Crawford sortit une dernière série de documents du dossier. En enquêtant sur Vincent, nous avons découvert d'autres choses. Votre belle-mère Lucille n'est pas seulement une meurtrière. Elle essaie de vous empoisonner depuis des années. C'est ridicule. Vous souvenez-vous de cette grippe qui a duré des semaines quand vous aviez 25 ans? Ou de cette intoxication alimentaire qui a failli vous tuer à 30 ans? Garrett se rappela 2 épisodes mystérieux où il était tombé gravement malade sans explication médicale. Nous avons trouvé des preuves que Lucille administrait de petites doses de poison dans votre nourriture, des doses calculées pour ressembler à des maladies naturelles, mais qui auraient fini par vous tuer. Pourquoi? Parce que vous étiez le seul héritier légitime entre elle et la totalité de la fortune familiale. Avec vous mort, Vincent hériterait de tout. Garrett s'assit lourdement. Elle voulait que vous découvriez la relation de la pire manière possible, pour s'assurer que vous vous sépariez définitivement. Mais elle est vraiment ma demi-sœur. Oui, mais Vincent a manipulé la situation. Il savait que si vous vous aimiez vraiment, la révélation de la parenté vous détruirait. C'était un coup psychologique cruel. Garrett pensa à la nuit de noces, à la tendresse inattendue qu'il avait ressentie pour Clara, à la connexion qui était née entre eux. Vincent avait détruit cela avant même que cela ne puisse éclore. J'ai besoin de la voir, dit-il en se levant à nouveau. J'ai besoin d'expliquer que je ne savais rien de tout ça. Monsieur Morgan, elle sait que vous avez été manipulé autant qu'elle. Mais il y a une autre complication. Quoi? Crawford sortit une dernière série de documents. Vincent n'agit plus seul. Lucille a découvert l'existence du testament. Il prévoit de tuer Clara et de faire passer cela pour un accident. Nous avons des informations selon lesquelles ils sont déjà en route pour le monastère. Le sang de Garrett se glaça. Quand? Maintenant. Garrett attrapa ses clés de voiture, courant déjà vers la porte. Appelez la police, appelez tout ce que vous pouvez. J'y vais. C'est un piège, monsieur Morgan. Ils s'attendent à ce que vous veniez. Mais Garrett était déjà dans l'ascenseur, l'adrénaline coulant dans ses veines. Pour la première fois depuis des mois, son esprit était clair comme de l'eau de roche. Clara était en danger. La femme qu'il avait injustement accusée, qu'il avait rejetée quand elle avait le plus besoin de lui, était chassée par des gens qu'il avait considérés comme sa famille. Durant les 3 heures de route vers la Virginie, Garrett revécut chaque instant depuis le mariage. La froideur qu'il avait montrée à Clara, la façon dont il avait cru les mensonges de Vincent sans poser de questions, la cruauté de ses accusations alors qu'elle était enceinte et vulnérable. Il l'avait déçue de toutes les manières possibles. Il avait été le mari que Thomas Bennett craignait qu'il soit, froid, méfiant, incapable de protéger la femme qu'il avait promis d'aimer et d'honorer. Mais il reconnaissait maintenant quelque chose de plus profond. Cette nuit de noces, quand il avait baissé sa garde et permis à Clara de voir sa vulnérabilité, il avait ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas juste de l'attirance ou du désir. C'était une connexion authentique, un sentiment de complétude qui l'avait tellement effrayé qu'il avait fui le lendemain matin. Conduisant à travers la nuit vers le monastère, Garrett admit enfin la vérité qu'il avait niée pendant des mois. Il était amoureux de Clara. Désespérément, complètement amoureux. Et elle était en danger à cause de sa propre famille. Lorsqu'il aperçut les tours gothiques du monastère contre le ciel nocturne, Garrett put voir des lumières étranges, trop de mouvement pour un lieu qui devrait être plongé dans un silence contemplatif. Son cœur s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il était peut-être déjà trop tard. Il arrêta la voiture à une distance de sécurité et prit son téléphone pour appeler Crawford, mais l'appel tomba directement sur la messagerie.
Il n'y avait pas le temps d'attendre des renforts. Clara était là-dedans, probablement terrifiée, peut-être déjà blessée. Et pour la première fois de sa vie, Gareth Morgan était prêt à se battre pour quelque chose qui comptait vraiment, même si cela signifiait affronter les démons de sa propre famille. Il espérait juste ne pas arriver trop tard pour sauver la femme qu'il aurait dû protéger dès le premier jour. Clara était cachée dans la plus haute tour du monastère, ses mains tremblant alors qu'elle tenait le téléphone portable que sœur Catherine lui avait prêté. En bas, elle pouvait entendre des voix, Vincent et une femme plus âgée qui ne pouvait être que Lucille. Ils étaient arrivés il y a 1 heure, prétendant être de la famille inquiète venue chercher Clara. Mais sœur Catherine ne les avait pas crus. « Êtes-vous sûr que vous voulez que je laisse entrer ces gens ?» avait demandé la religieuse à travers la porte de la chambre de Clara. « Il y a quelque chose chez eux qui me met mal à l'aise. »« Ne les laissez pas entrer, » avait chuchoté Clara. « S'il vous plaît, ils ne sont pas venus pour m'aider. » Maintenant cachée dans la tour, Clara pouvait entendre des bribes de la conversation en contrebas. Vincent s'impatientait, sa voix s'élevant. « Nous savons qu'elle est ici, nous n'avons pas de temps pour les jeux. » La voix féminine qui répondit était raffinée, polie, mais il y avait une froideur en elle qui glaça le sang de Clara. « Vincent, chéri, calme-toi. Ces gens religieux répondent mieux à la gentillesse. » Lucille Morgan, la femme qui avait tué sa mère. Clara composa le numéro que le détective Crawford lui avait donné, mais l'appel tomba directement sur la messagerie. Où était la police? Où était la protection qu'il avait promise? Un nouveau bruit venant de l'extérieur la fit courir à la fenêtre de la tour. Des phares de voiture coupaient l'obscurité, gravissant la route étroite qui menait au monastère. Son cœur bondit lorsqu'elle reconnut la voiture noire, la même que Gareth conduisait. « Gareth » murmura-t-elle. Un mélange de soulagement et de terreur parcourut ses veines. Il était venu, mais maintenant il était aussi en danger. En bas, elle entendit Vincent jurer. « Gareth est là. Ça complique les choses. En fait, chérie, ça les simplifie. » La voix de Lucille semblait presque joyeuse. « Maintenant nous pouvons résoudre tous nos problèmes d'un coup. » Clara descendit les escaliers de la tour aussi silencieusement que possible, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur la pierre froide. Elle devait prévenir Gareth. Elle devait. La douleur qui la traversa fut soudaine et intense, comme un couteau coupant à travers son abdomen. Clara s'appuya contre le mur de pierre, haletante, une main allant instinctivement vers son ventre de 6 mois. « Non » murmura-t-elle. « Pas maintenant. » Mais une autre douleur survint, plus forte que la première, et Clara sentit quelque chose d'humide couler le long de ses jambes. Quand elle baissa les yeux, elle vit du sang. « Oh mon Dieu » gémit-elle, glissant le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Dehors, elle entendit la portière de la voiture claquer. Des pas lourds dans les escaliers principaux. La voix de Gareth résonna à travers les murs épais. « Vincent, Lucille, je sais que vous êtes là-dedans. » Clara essaya de crier pour le prévenir du piège, mais une autre contraction la plia en deux de douleur. Le bébé arrivait et elle était seule, en train de saigner, cachée dans un monastère alors que des meurtriers les traquaient, elle et l'homme qu'elle aimait. La porte principale du monastère s'ouvrit avec fracas. Clara pouvait entendre les voix maintenant, Gareth confrontant Vincent, sœur Catherine essayant d'intervenir, et sous tout cela, la voix soyeuse et dangereuse de Lucille. « Gareth, chéri, » disait Lucille, « comme c'est bien que tu sois venu. » Je commençais à m'inquiéter. « Où est Clara? »« En sécurité, » répondit Vincent. « Pour l'instant. » Clara se traîna dans les couloirs, suivant le son des voix. Chaque mouvement envoyait des vagues de douleur à travers son corps, mais elle devait les atteindre. Elle devait prévenir Gareth de ce que Vincent et Lucille étaient réellement. Lorsqu'elle atteignit le haut de l'escalier principal, elle put voir l'atrium en contrebas. Gareth était au centre, tendu comme un ressort prêt à rompre. Vincent était à sa droite, et Lucille. Lucille était derrière sœur Catherine, un petit pistolet discrètement pressé contre le dos de la religieuse. « Laissez-la partir » dit Gareth, sa voix portant une autorité que Clara n'avait jamais entendue auparavant. « C'est une affaire entre nous. »« Oh, mais ça ne l'est pas, chérie, » dit Lucille, ses cheveux gris parfaitement arrangés même dans cette situation chaotique. « Cette chère religieuse en sait trop maintenant. Tout comme toi, tout comme cette fille incommode qui a causé tant de problèmes. » « Quelle fille incommode » demanda Gareth.
Mais Clara pouvait voir à sa posture qu'il connaissait déjà la réponse. Ta chère femme. Ou devrais-je dire demi-sœur? Quel délicieux scandale quand cela fuitera dans la presse. Clara s'appuya sur la rampe, essayant de respirer à travers la douleur. Le sang s'accumulait sous elle, et elle savait qu'elle perdait le bébé. Mais elle ne pouvait pas mourir ici, cachée, pendant que Gareth affrontait seul les meurtriers qui avaient détruit sa famille. Clara n'est pas ma demi-sœur, dit Gareth fermement. Vincent a falsifié ses tests ADN. Lucille rit, un son qui résonna à travers les vieux murs comme du verre brisé. Oh chérie, tu crois vraiment ça? Comme c'est mignon. Mais même si Vincent a embelli la vérité, le fait demeure qu'elle est la fille bâtarde de Richard, et cela signifie qu'elle a des droits sur un héritage qui devrait être le nôtre. C'était donc ça depuis le début? L'argent? C'est toujours une question d'argent, Gareth. De pouvoir. De contrôle. Lucille pressa le pistolet plus fermement contre sœur Catherine, qui restait étonnamment calme. Tu as toujours été trop naïf pour comprendre ça. Et si vous aviez réussi à me tuer avec ces poisons, Vincent aurait tout hérité de toute façon. Vincent est mon fils, de toutes les manières qui comptent. Il mérite l'Empire Morgan bien plus que toi. Clara vit Vincent bouger, sortant quelque chose de sa poche, la même seringue avec laquelle il l'avait menacé la veille. Leur plan devenait clair. Ils allaient tuer Gareth avec la drogue, faire passer cela pour un accident ou une overdose, et ensuite trouver Clara. Elle essaya de crier un avertissement, mais ne put produire qu'un faible gémissement. La douleur devenait insupportable, et sa vision commençait à s'assombrir sur les bords. Mais c'était suffisant. Gareth leva les yeux et la vit. Clara? Il commença à monter les escaliers, mais Vincent se déplaça pour lui bloquer le passage. Pas un pas de plus, dit Vincent, la seringue maintenant visible dans sa main. Une petite piqûre, et tu auras la même fin que celle que tu as failli avoir à 25 ans, seulement cette fois, il n'y aura pas d'hôpital pour te sauver. Clara utilisa toutes ses forces restantes pour se lever, s'appuyant lourdement sur la rampe. Gareth, réussit-elle à dire, sa voix résonnant dans l'atrium. La police arrive. C'était un mensonge, mais elle espérait que cela donnerait un avantage à Gareth. Vincent leva les yeux, sa concentration brisée un instant. Ce fut suffisant. Gareth bondit en avant, saisissant le poignet de Vincent et le tordant jusqu'à ce que la seringue tombe sur le sol en marbre, se brisant. Imbécile! Hurla Lucille. Et Clara vit avec horreur qu'elle pointait le pistolet directement sur Gareth. Non! Cria Clara, essayant de descendre les escaliers pour aider, mais ses jambes cédèrent. Elle dévala les marches de pierre, chaque impact envoyant de nouvelles vagues d'agonie à travers son corps. Lorsqu'elle s'arrêta, elle gisait au pied de l'escalier, le sang se répandant autour d'elle, mais au moins elle était assez proche pour être entendue. Lucille, dit-elle, sa voix plus forte maintenant qu'elle était désespérée. Vous avez tué ma mère. La femme plus âgée se tourna pour la regarder, et Clara vit une surprise authentique dans ses yeux. Vous avez trouvé les preuves. J'ai tout trouvé. Le testament, les enregistrements, les aveux de Vincent. Clara essaya de s'asseoir en s'appuyant sur un coude. Et j'ai enregistré Vincent hier, avouant qu'il a appris ces techniques d'assassinat de vous. C'est impossible. Clara sortit le petit enregistreur numérique de la poche de sa robe, ses doigts tachés de sang tremblant alors qu'elle appuyait sur lecture. La voix de Vincent remplit l'atrium. Alors tu connaîtras le même sort que ta mère. Et malheureusement, les accidents arrivent tout le temps aux femmes enceintes. Le son de ses propres mots étant rejoué fit cesser Vincent de se battre avec Gareth. Lucille restait immobile, le pistolet toujours pointé, mais son expression montrait qu'elle comprenait enfin qu'ils avaient perdu. Vous êtes tous les deux pathétiques, dit-elle finalement. 30 ans de planification, de manipulation, de construction d'une fortune, et 2 jeunes idiots vont tout détruire. 3, dit une nouvelle voix depuis l'entrée principale. Le détective Crawford se tenait dans le couloir, accompagné de 4 policiers en uniforme, tous armes au poing. Lâchez l'arme, Madame Morgan. Mais Lucille sourit, un sourire terrible et final. Si je ne peux pas avoir ce qui est à moi, personne ne le pourra. Elle pointa le pistolet directement sur Clara, et Clara vit la mort dans ses yeux. Le coup de feu résonna à travers les vieux murs du monastère, mais ce ne fut pas Lucille qui tira. Gareth s'était jeté devant Clara, et le sang qui se répandait sur le sol de marbre était le sien.
Gareth » hurla Clara, rampant vers l'endroit où il était tombé. D'autres coups de feu, des cris, des sirènes dehors, mais tout ce que Clara pouvait voir était le sang coulant de l'épaule de Gareth, ses yeux bleus se fermant alors qu'il murmurait. « Pardonne-moi, Clara. Pardonne-moi. » Et puis la douleur la prit complètement, et elle s'effondra à côté de lui, ses mains cherchant les siennes, alors que le monde s'assombrissait autour d'eux. L'odeur de désinfectant et le son constant des moniteurs furent les premières choses que Clara enregistra lorsqu'elle émergea lentement des ténèbres. Ses paupières semblaient lourdes comme du plomb, et quand elle réussit enfin à les ouvrir, la lumière blanche de l'hôpital la fit cligner des yeux plusieurs fois avant que sa vision ne s'ajuste. « Clara » La voix était douce, féminine, remplie de soulagement. « Clara, m'entendez-vous » Clara essaya de parler, mais sa gorge était sèche comme du papier. Elle ne put émettre qu'un faible gémissement avant qu'une main douce ne touche son front. « N'essayez pas de parler tout de suite, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. » La femme se pencha, et Clara vit que c'était une infirmière aux yeux gentils et aux cheveux gris. « Vous êtes à l'hôpital général de Virginie. Vous et votre bébé êtes en sécurité. » Bébé. Le mot frappa Clara comme la foudre, et sa main alla instinctivement vers son abdomen. Il était plat, vide, mais il n'y avait pas la douleur lancinante dont elle se souvenait. « Mon bébé » réussit-elle à murmurer, sa voix rauque et brisée. « Il va bien. C'est un garçon, et il va bien. » L'infirmière sourit, ajustant les oreillers derrière la tête de Clara. C'était une césarienne d'urgence. Il est né prématuré, mais il respire tout seul et se bat comme un guerrier. Des larmes de soulagement commencèrent à couler sur le visage de Clara. « Puis-je le voir ?»« Bientôt. D'abord, vous devez récupérer un peu plus. Vous avez perdu beaucoup de sang. » « Combien de temps ? Combien de temps ai-je été inconsciente ? » « 3 jours. Il y a eu des complications pendant l'opération, mais le docteur Martinez a dit que vous êtes une battante. » 3 jours. Clara essaya de traiter l'information. Les souvenirs revenaient par fragments. La confrontation au monastère, Vincent avec la seringue, Lucille avec le pistolet, et puis... Gareth, dit-elle brusquement, essayant de s'asseoir dans le lit. Gareth a reçu une balle. Où est-il ? Est-ce qu'il va bien ? L'infirmière l'aida doucement à se rallonger. Il est ici à l'hôpital aussi. Il a été touché à l'épaule, mais il récupère bien. En fait. Elle regarda vers la porte. Il a passé la plupart de son temps ici dans le couloir à attendre que vous vous réveilliez. Il est ici ? Depuis le premier jour. Nous avons pratiquement dû le forcer à rentrer chez lui pour se doucher. L'infirmière vérifia les moniteurs connectés à Clara. Je vais l'appeler, mais d'abord il y a des gens qui veulent vous parler. La police a besoin de votre déposition. Clara hocha la tête, bien qu'une partie d'elle voulût juste voir Gareth et son bébé. Mais elle savait qu'elle devait clore ce terrible chapitre avant de pouvoir avancer. 10 minutes plus tard, le détective Crawford entra dans la chambre accompagné d'une jeune femme qui se présenta comme l'assistante du procureur, Rebecca Walsh. « Comment vous sentez-vous » demanda Crawford, tirant une chaise près du lit. « Comme si un camion m'avait roulé dessus » répondit honnêtement Clara. « Vincent et Lucille » Vincent est en détention en attente de son procès. Les accusations incluent tentative de meurtre, complot, fraude et chantage. Crawford consulta ses notes. L'enregistrement que vous avez fait a été fondamental pour monter le dossier. Et Lucille ? L'assistante du procureur Walsh se pencha en avant. Lucille Morgan est morte pendant la confrontation. Quand la police est entrée, elle a essayé de tirer à nouveau. Elle a été tuée en légitime défense. Clara ferma les yeux un instant, traitant l'information. Il y avait une part d'elle qui se sentait soulagée que la femme qui avait tué sa mère soit morte, mais aussi un étrange sentiment de vide. Toute cette douleur, toute cette destruction à cause de l'avidité et de l'envie. Le testament de mon père. De mon père biologique, est-il valide ? Parfaitement valide, répondit Walsh. En fait, il y a plus. Nous avons découvert que Richard Morgan avait établi un fonds en fiducie supplémentaire pour vous, séparé du testament principal. Vincent et Lucille n'en ont jamais rien su. Combien ? Assez pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. Assez pour assurer à votre fils toutes les opportunités du monde. Clara ressentit une ironie amère. L'argent.
C'était toujours une question d'argent. Mais maintenant qu'elle l'avait, tout ce qu'elle voulait, c'était avoir sa mère, avoir une vraie famille, avoir. Gareth, murmura-t-elle. Puis-je le voir maintenant? Crawford et Walsh échangèrent des regards. Il y a quelque chose que vous devez savoir d'abord, dit doucement Crawford, à propos de la situation légale entre vous deux. Clara sentit son estomac se nouer. Quoi? Techniquement, vous êtes toujours mariés, mais étant donné la nature de la relation familiale. Walsh hésita. Le mariage devra être annulé. Je comprends. Clara s'y attendait, mais cela faisait quand même mal. Et mon fils? Légalement, il sera considéré comme l'enfant de Gareth. Peu importe les circonstances de la naissance, il n'aura pas de problème juridique. Walsh se pencha en avant. Clara, vous devez savoir que Gareth s'est battu pour cela. Il a engagé les meilleurs avocats pour s'assurer que vous et l'enfant soyez protégés. Après le départ des officiels, Clara resta seule avec ses pensées pendant quelques minutes. Puis elle entendit un coup discret à la porte. Clara? La voix de Gareth était hésitante, presque craintive. Je peux entrer? Oui. Lorsqu'il apparut dans l'encadrement de la porte, Clara sentit son cœur s'emballer. Il était plus mince, avec de profonds cernes sous les yeux, et son bras gauche était en écharpe. Mais ses yeux bleus étaient plus vivants qu'elle ne les avait jamais vus. Comment vas-tu? Demanda-t-il, s'approchant lentement du lit. Vivante, répondit-elle simplement. Et toi? Pareil. Il s'arrêta à côté du lit, sa main libre jouant nerveusement avec l'écharpe. Clara, je ne sais même pas par où commencer. Commence par le début. Gareth tira la chaise que Crawford avait utilisée et s'assit, croisant enfin son regard. Je suis désolé. Pour tout. Pour avoir cru au mensonge de Vincent. Pour t'avoir accusé. Pour être parti quand tu avais le plus besoin de moi. Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû voir que Vincent manipulait tout. Gareth se pencha en avant. Clara, quand je t'ai vu tomber dans ces escaliers, quand j'ai vu tout ce sang, j'ai cru t'avoir perdu pour toujours. Et j'ai réalisé que... Quoi? Que je t'aime. Les mots sortirent précipitamment, comme s'il avait peur de les perdre s'il ne les disait pas rapidement. Je sais que c'est compliqué. Je sais que nous sommes demi-frères et sœurs. Je sais que ça rend tout impossible. Mais j'ai besoin que tu le saches. Que je t'aime. Clara sentit les larmes lui brûler les yeux. Gareth, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. J'avais juste besoin que tu le saches, et je veux que tu saches que je prendrai soin de toi et du bébé, quoi qu'il arrive. Je ne pourrai peut-être pas être ton mari, mais je peux être ton ami. Je peux être un père pour notre fils. Notre fils, répéta doucement Clara. Tu veux vraiment être son père? Même en sachant que... C'est mon fils de toutes les manières qui compte, dit Gareth fermement. Et c'est ton fils. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Clara tendit la main, et après une hésitation d'un instant, Gareth la prit. Le contact fut électrique, familier, plein de toutes les possibilités qu'il ne pourrait jamais explorer. Je t'aime aussi, dit-elle doucement. Et cela va rendre tout beaucoup plus difficile. Je sais. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, mains entrelacées, sachant tous deux que cela pourrait être l'un des derniers moments d'intimité qu'ils partageraient. Puis-je voir notre fils? Demanda finalement Gareth. Je ne l'ai pas encore vu non plus. Tu veux qu'on y aille ensemble? L'infirmière aida Clara à s'installer dans un fauteuil roulant, et Gareth la poussa à travers les couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales. Lorsqu'ils arrivèrent à la pouponnière, Clara vit pour la première fois le petit être qu'elle avait porté pendant 6 mois. Il était minuscule, relié à des tubes et des moniteurs. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, Clara vit quelque chose qui la fit pleurer. Les yeux bleus de Gareth. Mais avec la même détermination féroce qu'elle reconnaissait lorsqu'elle se regardait dans le miroir. Il est parfait, murmura Gareth. Sa voix était chargée d'émotion. C'est un battant, dit l'infirmière des soins intensifs. Il est né en respirant tout seul, ce qui est rare pour 6 mois. Les médecins disent que dans quelques semaines, il pourra rentrer à la maison. Comment allons-nous l'appeler? Demanda Gareth. Clara y avait réfléchi durant les derniers mois. Peter James Morgan.
Peter d'après mon grand-père, et James d'après. Eh bien, d'après James Crawford, qui nous a aidés à trouver la vérité. Gareth sourit, le premier sourire authentique qu'elle voyait de lui depuis leur nuit de noces. Peter James Morgan. J'aime ça. Plus tard, quand Clara fut de retour dans sa chambre et que Gareth fut allé chercher du café, elle s'autorisa à pleurer. Elle pleura pour la mère qui ne rencontrerait jamais son petit-fils. Elle pleura pour l'amour qu'elle et Gareth partageaient, mais ne pourraient jamais pleinement exprimer. Et elle pleura de soulagement, parce que malgré tout, ils avaient survécu. Lorsque Gareth revint, elle avait séché ses larmes. Alors, dit-elle, essayant de garder une voix légère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gareth s'assit à nouveau, posant 2 tasses de café sur la table de chevet. Maintenant, on découvre comment être une famille, même si ce n'est pas de la façon dont on l'imaginait. Et comment fait-on ça? Un jour à la fois, répondit-il en lui tendant à nouveau la main. Un jour à la fois. Dehors, la neige avait commencé à tomber, couvrant le monde d'un manteau blanc immaculé. Et pour la première fois depuis des mois, Clara ressentit quelque chose qu'elle avait oublié comment éprouver. L'espoir. 1 an plus tard, la ferme de Willow Hill s'était transformée en quelque chose que ni Marina ni Clara n'auraient jamais pu imaginer. Le rire des enfants résonnait à travers les champs, là où régnait autrefois le silence mélancolique des rêves inachevés. Clara était assise sous le porche de la maison principale, observant un groupe d'enfants courir parmi les arbres centenaires. Leur voix créait une symphonie de joie qui faisait chanter son cœur. Les cours de piano commencent dans 10 minutes. Cria Sarah, l'une des enseignantes du centre de musique que Clara avait créé. Qui veut jouer le nouveau morceau que nous avons appris hier? Une douzaine de petites mains se levèrent en l'air et Clara sourit. Le centre de musique Marina Bennett fonctionnait depuis 6 mois, offrant des leçons de musique gratuites aux enfants défavorisés de la région. Il était financé par les épreuves du passé, mais créait désormais une nouvelle vie. Maman? La petite voix de Peter lui fit baisser les yeux. À 18 mois, il marchait déjà avec la détermination farouche de quelqu'un de bien plus âgé, et ses yeux bleus et les yeux de Gareth pétillaient d'une curiosité constante. Musique? Oui, mon amour, la musique, répondit Clara en prenant le garçon dans ses bras. Tu veux entendre les enfants jouer du piano? Peter hocha la tête avec enthousiasme, tapant dans ses petites mains. Il avait hérité de l'amour de la musique d'elle et de Marina. Parfois, Clara le trouvait dans le studio principal, essayant d'atteindre les touches du piano à queue qui occupait désormais la place d'honneur dans la pièce principale de la maison. Le bruit de pneus sur le chemin de gravier annonça l'arrivée d'un visiteur familier. Clara n'avait pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Chaque mardi, à 3 heures précises, Gareth venait rendre visite à Peter. « Papa !» cria Peter en montrant du doigt la voiture noire qui approchait. Clara ressentit ce pincement familier, mêlant douleur et joie, qui accompagnait toujours les visites de Gareth. Une année s'était écoulée depuis l'annulation de leur mariage, mais les sentiments ne s'étaient pas estompés. Au contraire, ils s'étaient intensifiés en raison de l'impossibilité de la situation. Gareth sortit de la voiture, et Clara remarqua qu'il semblait plus détendu ces derniers temps. Les derniers mois avaient été cléments avec lui. Les affaires étaient florissantes. Le procès criminel contre Vincent s'était conclu par une peine de 20 ans de prison, et Gareth avait retrouvé une paix qu'elle n'avait pas vue chez lui depuis leur nuit de noces. « Bonjour Clara », dit-il en gravissant les marches du porche. Il y avait une formalité prudente dans leurs interactions désormais, une distance respectueuse qu'ils maintenaient tous deux pour protéger leur cœur. Gareth. Elle lui tendit Peter, observant comment le visage de l'homme s'illuminait lorsqu'il tenait son fils. Comment ça s'est passé au tribunal aujourd'hui? Vincent a été officiellement condamné. 20 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Gareth lança Peter en l'air, faisant rire le garçon. C'est fini, Clara. C'est enfin fini. Clara sentit un poids s'envoler de ses épaules. L'année écoulée avait été un tourbillon de dépositions, d'audiences et de procès. Gareth avait témoigné contre Vincent, révélant des décennies de manipulation et d'abus. Les tentatives d'empoisonnement, le chantage, la mort de Marina. Tout avait été mis en lumière. Et toi, comment te sens-tu? Gareth s'assit dans le rocking chair à côté du sien, Peter sur ses genoux jouant avec les boutons de sa chemise. Soulagé. Libre. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir respirer pleinement.
Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques minutes, regardant les enfants jouer dans le jardin. Une fille d'environ 7 ans s'approcha du porche, regardant timidement Clara. « Mademoiselle Clara, je peux demander quelque chose ?» « Bien sûr Emma, qu'y a-t-il ? Avez-vous vraiment grandi ici, dans cette maison ?» Clara sourit. « Oui. Dans cette même chambre là-haut, » dit-elle en pointant la fenêtre de son ancienne chambre. « Et vous jouiez du piano quand vous étiez petite comme nous ?»« Oui. Ma mère m'a appris dans cette pièce-là. » Clara désigna la pièce principale d'où le son d'une leçon de piano s'échappait par les fenêtres ouvertes. « Votre mère était-elle douée au piano ?» « C'était la meilleure que je connaisse. » Emma sourit et courut rejoindre ses amis. Gareth observa l'échange avec un doux sourire. « Tu as fait quelque chose d'incroyable ici, Clara. Marina serait fière. »« Je l'espère. » Clara lissa sa robe. Une simple robe bleue que Peter avait insisté pour qu'elle porte parce qu'elle est jolie comme le ciel. « Parfois, je la sens ici, tu sais. Quand les enfants jouent, quand la musique remplit la maison, c'est comme si elle avait enfin trouvé la paix. » « Et toi? As-tu trouvé la paix ?» La question la prit au dépourvu. Clara regarda Gareth, vit l'inquiétude sincère dans ses yeux, et dut détourner le regard. « J'essaie. » Clara. Commença Gareth, avant de s'arrêter. Peter s'était endormi sur ses genoux, ses petits poings agrippés à la chemise de son père. « Puis-je dire quelque chose ? » Tu le peux toujours. Je sais que notre situation est compliquée. Je sais que nous ne pouvons pas avoir ce que nous voulons peut-être tous les deux, mais je veux que tu saches que ce sont les moments les plus heureux de ma semaine. Clara sentit les larmes lui piquer les yeux. Gareth. Laisse-moi finir. Je pense à toi chaque jour. Je pense à Peter. Je pense à ce que ce serait si nous pouvions être une vraie famille, et je sais que tu y penses aussi. Bien sûr que j'y pense, mais rien n'a changé. Je sais. Gareth soupira en caressant les cheveux noirs de Peter. Je voulais juste que tu saches que, peu importe ce que nous ne pouvons pas avoir, je suis reconnaissant pour ce que nous avons. Je suis reconnaissant que tu m'aies donné ce garçon incroyable. Je suis reconnaissant que tu m'aies montré ce qu'est le véritable amour. Clara essuya une larme qui s'était échappée. Tu ne devrais pas dire ces choses. Pourquoi pas? Parce que ça rend tout plus difficile. Gareth l'étudia un long moment. Clara, puis-je te demander quelque chose? Quoi? Es-tu heureuse? Vraiment heureuse. La question la fit hésiter. Était-elle heureuse? Elle avait son fils. Elle avait un but. Elle avait cet endroit magnifique rempli de musique et de rire. Elle avait la sécurité financière, des amis, une vie pleine de sens. Mais la nuit, quand Peter dormait et que la maison était silencieuse, elle se sentait incomplète. Comme si une partie essentielle d'elle-même manquait toujours à l'appel. Je suis satisfaite, dit-elle finalement. Être satisfaite, ce n'est pas être heureuse. C'est ce que je peux avoir. Mais si ce n'était pas le cas? Clara le regarda, confuse. Que veux-tu dire? Gareth transféra délicatement Peter vers elle, s'assurant que le garçon ne se réveille pas. Puis il se leva et marcha jusqu'au bord du porche, regardant les champs dorés par l'après-midi. J'ai parlé à mes avocats la semaine dernière de notre situation juridique. Gareth, nous en avons déjà discuté. L'annulation était la seule option. Pas de ça. Il se tourna pour lui faire face. De l'adoption. L'adoption? Légalement, je peux adopter Peter comme mon fils, même sans être marié avec toi. Cela nous donnerait des droits de garde partagés. Mais plus important encore. Il marqua une pause. Cela signifierait que Peter serait mon fils légalement et officiellement, pas seulement biologiquement. Le cœur de Clara s'emballa. Pourquoi me dis-tu cela? Parce qu'il y a autre chose. Mes avocats ont fait des recherches. Dans certains États, il existe des précédents juridiques pour des situations comme la nôtre. Quel genre de situation? Des couples qui ont découvert leur lien de parenté après le mariage, mais qui veulent rester ensemble en tant que famille. Gareth s'approcha à nouveau. Clara, il y a une possibilité, petite mais réelle, que nous puissions être ensemble. Légalement.
Clara eut l'impression que le monde avait cessé de tourner. Comment? Ce serait compliqué. Nous devrions déménager dans un autre État. Nous devrions prouver que nous ne connaissions pas notre lien de parenté lors de notre mariage. Nous devrions passer des évaluations psychologiques, des audiences juridiques. Gareth s'agenouilla près de sa chaise. Mais ce serait possible. Gareth, je ne peux pas te demander ça. Ta réputation? Tes affaires? Clara, regarde-moi. Elle obéit, croisant ses yeux bleus qui hantaient ses rêves. J'ai bâti un empire, mais il ne signifie rien sans toi et Peter. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, mais je me sens pauvre sans une vraie famille. Il prit sa main libre. Je t'aime. J'aime notre fils. Et s'il y a une chance même infime que nous puissions être ensemble, je veux essayer. Clara regarda Peter dormir dans ses bras, puis Gareth agenouillé près d'elle, puis la ferme qui était devenue un foyer non seulement pour elle et son fils, mais pour des dizaines d'enfants venus ici trouver la musique et la joie. Et si ça ne marche pas? Alors au moins nous aurons essayé, et nous continuerons à être une famille de la façon dont nous le pouvons. Clara ferma les yeux, écoutant le son d'un enfant jouant une version enfantine de l'une des compositions de sa mère au piano. Quand elle rouvrit les yeux, Gareth attendait toujours, l'espoir et la peur brillant à parts égales sur son visage. « Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, je veux essayer. Je veux que nous soyons une vraie famille. » Le sourire qui illumina le visage de Gareth fut comme le soleil se levant après la plus longue des tempêtes. Il se pencha et l'embrassa sur le front, un baiser doux et plein de promesses. « Je t'aime, Clara Morgan. Je t'aime aussi, Gareth Morgan. » Peter choisit ce moment pour se réveiller, clignant des yeux de sommeil et souriant en voyant ses deux parents près de lui. Maman, papa, musique. Clara et Gareth rirent, et pour la première fois depuis plus d'1 an, il sembla que tout pourrait vraiment bien se passer. Dehors, le soleil se couchait sur Willow Hill, peignant les champs d'or et projetant de longues ombres qui semblaient relier le passé à l'avenir. Et dans la maison qui avait connu tant de souffrances, il y avait enfin de la musique, de l'amour, et la promesse que parfois, même les histoires les plus compliquées peuvent avoir une fin heureuse. Parfois, l'amour le plus vrai naît des circonstances les plus impossibles. Clara et Gareth ont découvert que la famille n'est pas seulement une question de sang ou de légalité, c'est une question de choix, de courage et de détermination à se battre pour ce qui compte vraiment. Ils ont transformé une ferme silencieuse en un lieu plein de musique et d'espoir, prouvant que même les secrets les plus douloureux peuvent devenir les graines de quelque chose de beau. Car à la fin, peut-être que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à choisir quelqu'un chaque jour, même quand le monde entier dit que c'est impossible. Et vous? Croyez-vous que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous ce message? Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à apporter des histoires qui parlent directement à l'âme.